6 juin 1944. Les forces alliées prennent d'assaut les plages normandes. L'Europe vit depuis 4 ans sous occupation allemande et le débarquement annonce pour des milliers de Français le début de la délivrance. Mais la reconquête du territoire prendra plusieurs mois. De longs mois d'attente durant lesquels la vie de chacun ne semble tenir qu'à un fil. C'est cette période de la libération que nous allons vous raconter en partant des photos et des lettres d'une jeune femme. Elle s'appelle Andrée Kunzmann. Elle a 23 ans et vit à Audincourt en zone occupée, à quelques kilomètres de Montbéliard dans l'est de la France. On profitait des premiers rayons du soleil quand soudain j'ai entendu des cris. « C'est fini, c'est fini !» Papa a posé son livre et je l'ai entendu murmurer. « Ça y est, les Américains ont débarqué. » J'ai couru chercher l'appareil photo et le voisin, son accordéon. Quelques instants plus tard, toute la famille se tassait pour tenir sur la photo. J'ai attrapé la main de Victor et on a dansé comme ça, au fond du jardin, tout l'après-midi. À cet instant, j'étais loin d'imaginer que ce débarquement allait bouleverser à jamais notre histoire d'amour. C'est Victor qui a eu l'idée, faire une balade à vélo pour braver l'occupation allemande qui nous mine depuis 4 ans. On est en plein mois de juin et on veut juste pédaler, se défouler et sentir cette brise qui caresse nos visages. Sur la route, on croise des dizaines de camions allemands camouflés sous des feuillages. Je crois qu'eux aussi sentent que c'est bientôt la fin. On s'est trouvé une planque au fond des bois. Et là, on passe la journée à rattraper le temps perdu. On trinque aux copains qui sont partis en Allemagne pour le service du travail obligatoire. Notre copain Simon a fini la bouteille cul-sec. Je l'ai retrouvé 1 heure plus tard. Il titubait en criant « Vive les Américains !» Ma cousine, elle, s'est endormie ivre-morte après avoir porté un toast à son frère parti au front. Mes copines me tannent pour que je les prenne en photo. Surtout Agathe, ma copine d'enfance. Elle adore prendre la pose devant mon appareil. Elle s'imagine déjà dans les bras d'un beau GI américain. Moi, l'amour, je ne le cherche plus. Je l'ai trouvé. Il s'appelle Victor. Il a 24 ans. Il n'a pas l'air comme ça, mais derrière ses petites lunettes, Victor est sûrement le garçon le plus courageux que je connaisse. J'étais fière de dire à mes parents qu'il avait fait des études supérieures à Paris, qu'il a déjà en poche une licence d'allemand et qu'il travaille comme instituteur à Audincourt. Mais quand je leur ai annoncé que je voulais me marier avec lui, maman m'a passé un sacré savon. Un catholique dans une famille de protestants? Mais ça va jaser dans le quartier, a dit papa. Mes parents me savent têtue comme une mule, alors ils ont fini par accepter. Je me suis mariée au printemps dernier. Au banquet, j'ai porté un toast à la vie, à l'amour, plus fort que la religion, plus fort que les qu'en dira-t-on, plus fort que cette guerre.
15 août 1944. Un deuxième débarquement allié ouvre un nouveau front dans le sud de la France. L'offensive surprise vise à remonter la vallée du Rhône pour faire reculer et prendre en tenaille l'armée allemande. La grande majorité des soldats vient de l'armée coloniale. Ils sont sénégalais, marocains, tchadiens. Sous les ordres du général Delattre de Tassigny, cette armée prend le nom de Première Armée française. En 15 jours seulement, toute la Provence est libérée. Des milliers de soldats de la Wehrmacht sont faits prisonniers. Ce matin, Victor a rassemblé la famille pour replanter le jardin avant l'hiver. Son grand frère, Jean, s'est retroussé les manches et s'est attaqué avec sa femme Marie aux mauvaises herbes. Je les aime bien tous les deux. Jean est très différent de Victor, impulsif, râleur, mais toujours le cœur sur la main. On a sué tout l'après-midi et on s'est écroulé comme des masses en fin de journée. Dans mon viseur, Jean semble tracassé. Il nous avoue qu'il va rejoindre la résistance armée. Il répétait sans cesse « C'est notre pays, c'est à nous de le libérer ». Avant le départ de Jean, Victor a voulu faire une photo de son frère. Devant l'objectif, Jean garde la tête haute, le regard fier planté vers l'horizon. Sa femme Marie a tenu à poser avec leur bébé, Christiane, et leur fils, le petit François. Sur les photos, Marie ne laisse rien transparaître. Personne ne peut se douter qu'il y a encore quelques minutes, elle pleurait dans la cuisine. « 17 août 1944. Jean rejoint les 3000 maquisards qui combattent dans l'un des plus grands maquis de France, celui du Lomont, à 15 km d'Audincourt. Avec le débarquement, des centaines de civils se décident à rejoindre la résistance armée. À l'automne 1944, ils sont plus de 100 000 maquisards installés dans les régions reculées de montagne pour préparer des opérations de guérilla. Progressivement, ils sont encadrés, organisés et entraînés par les FFI, les forces françaises de l'intérieur. Les plus combatifs et les plus jeunes seront intégrés à la Première Armée française. Depuis le départ de Jean, Marie n'arrive plus à allaiter son bébé. Le stress, le manque de viande et de vitamines, a dit le médecin. Je cherche par tous les moyens à remonter le moral de Marie. Je suis parvenue à la faire sortir du lit en menaçant de vendre la petite Christiane aux Allemands. La réalité, c'est qu'ici, rien ne se passe. Les Allemands sont toujours là. Prendre des photos est devenu ma manière de résister à l'ennui, de garder un peu de mon insouciance. Je crois que cette attente va finir par nous rendre complètement dingues. Victor, lui, n'est plus tout à fait le même depuis le départ de son frère. Quelque chose de grave s'est installé dans son regard. Il s'enferme des journées entières dans notre chambre et passe son temps à noircir des pages et des pages. Il traduit les communications allemandes qu'un groupe de résistants intercepte. Je le vois de moins en moins. Quand est-ce qu'ils vont arriver, ces Américains ?
19 août 1944. À Paris, la résistance qui ronge son frein depuis les débarquements donne l'assaut. Des fusillades éclatent. Des barricades s'élèvent. Les rues se vident et laissent place à une guérilla urbaine. Sur les trottoirs, on ramasse des centaines de morts. Le 25 août, après 6 jours de soulèvement armé, les troupes du général Leclerc entrent dans la capitale. Paris est libéré. Acclamé par des milliers de Parisiens, le général de Gaulle annonce la création d'un gouvernement provisoire de la République française. Le régime de Vichy s'écroule. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Depuis hier, Simon se prend pour un GI américain. Il veut embrasser toutes les filles du village. Et il y en a une qui ne veut pas se laisser faire. C'est ma copine Agathe. Un peu plus tard, Agathe m'avoue qu'elle ne rêve plus vraiment de son GI américain, mais qu'elle est tombée dans les bras d'un soldat allemand. Je la traite de folle, mais Agathe est amoureuse. Et ça, personne ne peut rien y faire, même moi, sa meilleure amie. « 29 août 1944. Dans les villes libérées, l'heure est à la revanche. Les résistants traquent tous ceux qui ont dénoncé, tous ceux qui se sont enrichis, tous ceux qui ont donné des renseignements à l'ennemi durant ces 4 années d'occupation. Celles qui ont entretenu des relations avec les Allemands sont traînées sur la place publique. Humiliées, parfois dénudées, elles sont tondues. Parmi elles, des femmes qui ont collaboré, mais aussi des femmes amoureuses, des prostituées, des femmes de ménage qui ont travaillé pour l'occupant. Entre 20 000 et 40 000 femmes auraient été tondues durant la libération. Les membres de la milice française, l'organisation politique du maréchal Pétain, sont eux aussi recherchés activement. Ils sont accusés d'avoir traqué des juifs, raflé des réfractaires au STO et d'avoir torturé et exécuté des résistants. « 19 septembre 1944. Cher papy, des hommes sont venus chercher Victor à la maison. C'étaient des miliciens français. Je lui ai dit de se cacher, de se sauver par le jardin. Mais Victor ne voulait pas que ça tourne mal. Il les a suivis sans broncher. Ça fait 3 jours que je reste enfermée à la maison, avec Marie et ses enfants. Je me demande qui a bien pu le dénoncer, où Victor peut bien se trouver. Je pense à toi, tu as bien de la chance d'être en France libre. Ici, je trouve le temps long, mais je ne peux pas céder à l'abattement. Je résiste. Je t'embrasse. Ta petite André. En zone occupée, la population vit dans la crainte des bombardements.
Les Alliés cherchent à détruire les voies ferrées, les ponts et les nœuds routiers qui permettent encore à l'ennemi de résister. De juin 1944 à mai 1945, près de 63 000 tonnes de bombes s'abattent sur la France. Des villes comme Caen, Le Havre sont quasiment rayées de la carte. Durant la période de la Libération, les bombardements alliés tuent plus de 60 000 civils. Je n'arrive plus à dormir. Je regarde ces lumières dans le ciel. C'est horrible. Je finis par trouver ça beau. Tôt ce matin, petit François s'est levé pour finir sa valise. Il me fait penser à Jean, son père, le jour où il a rejoint le maquis. Même regard fier, même détermination. Petit François part avec la Croix-Rouge et des centaines d'enfants en Suisse. Marie, sa maman, n'a pas hésité. Il aura là-bas de quoi manger et sera loin des bombardements. On a suivi le convoi quelques kilomètres et on est vite rentré s'enfermer à la maison. 7 jours qu'on vit les volets fermés. 7 jours que je cherche à savoir où est Victor. « 21 septembre 1944. Les Allemands sont à cran. Ils harcèlent la population et traquent comme jamais tout mouvement de résistance. Secondés par les miliciens français, la Gestapo, la police du Troisième Reich, accélèrent les rafles, les déportations, les condamnations et les exécutions sommaires. Un fermier a retrouvé son corps, gisant dans un bois, près de Montbéliard. Les Allemands ont donné l'ordre et des miliciens français ont tiré. Un groupe de résistants est venu me l'annoncer ce matin. Ils m'ont dit que Victor a tenu bon. Il n'a pas parlé. Il n'a donné aucun nom. Ils m'ont donné les photos qu'il avait dans la poche de son veston. Et j'ai réalisé ce qu'ils avaient fait à Victor. Les Allemands ont refusé que je récupère son corps. Deutschland, nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen wehrbereiter, wehrentschlossener Männer verfügen, die den festen, unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Novembre 1944. L'armée allemande refuse toujours de déposer les armes. 6 mois que les troupes alliées se battent sur le territoire français. 2 mois qu'elles sont bloquées au sud de Montbéliard. Les soldats de la première armée fatiguent. Mais contre toute attente, le général Delattre de Tassigny donne l'assaut. Après 3 jours de combat, le verrou allemand saute enfin. La population qui se préparait à passer un 5e hiver sous les bombes et sous la répression allemande reprend espoir. La première armée continue sa route vers le village d'Audincourt. Deux mois que Victor est mort. 2 mois que je ne sors plus. 2 mois que je n'ai pas pris de photos. Ce matin, 2 explosions ont retenti dans le village.
Marie a ouvert les volets et elle m'a dit « Ça va être une longue et belle journée. Prends ton appareil. » On s'est précipité dans la rue. Un homme passe en hurlant « Ils sont partis, ils sont partis !» Avant de s'enfuir, les Allemands ont fait sauter la poste et le pont. Et soudain des tanks et des soldats surgissent en plein milieu du village. Certains pleurent de joie, d'autres de soulagement. Beaucoup se pressent sur eux pour les toucher, comme pour s'assurer que tout cela est bien réel. J'en repère quelques-uns qui n'ont guère soutenu la résistance durant ces 4 années. Je pense à Victor. Marie s'est laissée aspirer par la foule. Je la vois même plus. Beaucoup me supplient de les prendre en photo avec des soldats, comme s'ils avaient peur que l'instant disparaisse, que tout cela ne soit qu'un rêve. Un homme à la peau noire me voit le prendre en photo. Il s'approche. Je lui fais comprendre que je ne parle pas anglais. Il me dit qu'il vient du Tchad. Et je crois qu'ici, personne n'a jamais vu d'Africain. Je me retrouve entraînée dans un mouvement de foule. Je ne vois rien, j'entends juste des cris, des hurlements. J'étouffe. Des hommes s'en prennent à des femmes du village. Parmi elles, Agathe. Je baisse mon appareil. Je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus. Savoir qu'Agathe va être tondue ou cette foule en furie qui s'en réjouit. Et c'est dans cette foule déchaînée que j'aperçois enfin Marie. Elle vient de retrouver Jean, le frère de Victor. Les maquisards sont redescendus du Lomont. La photo de leur retrouvaille sera pour leur bébé et le petit François encore en Suisse. Jean ne sait pas encore que Victor, son petit frère, est mort en héros de la résistance. Les combats pour libérer la France auront duré près d'1 an. Ils s'achèvent le 8 mai 1945 avec la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Cette période aura déchiré, meurtri et divisé comme jamais le peuple français. J'ai récupéré le corps de Victor et j'ai demandé à ce qu'il soit enterré à Audincourt. Il repose désormais à quelques mètres de notre maison. Petit François est rentré à la maison, 8 mois après son départ. Son père Jean a obtenu sa carte de résistant. Il est entré dans le comité d'épuration du village. Il a cherché pendant longtemps les miliciens qui ont exécuté Victor. Agathe a eu un petit bébé, quelques mois après la libération. Sa fille n'a jamais su l'identité de son père. Moi, je me suis remariée et j'ai eu 2 beaux enfants. Je n'ai jamais oublié Victor, mais j'ai gardé cachés de longues années les albums photos de notre histoire. Victor reste mon plus grand secret, ma plus grande blessure.